là. Serre d'Aigle. Voilà. Oui, non, merci d'être venu en portant mes uniformes, ça me fait plaisir. Alors, ma première question, justement, quand on travaille sur une telle saga, il y a plus de 20 ans, hein, Le Prisonnier d'Azkaban, me semble-t-il, c'était 2002-2003. Ne me vieillissez pas. Non, non, du tout, à aucun moment. Mais depuis tout à l'heure, on voit des mamans qui ont grandi avec les livres, qui maintenant ont des petites filles. C'est un univers qui se transmet de génération en génération. La première question, c'est peut-être un peu bateau, mais qu'est-ce que cela fait d'avoir fait partie d'une œuvre et d'avoir fait un travail en tant qu'artiste qui va traverser les générations? Ça arrive à peu d'artistes, cette chance. C'est fantastique de voir que que Harry Potter est sur 3 générations maintenant. C'est incroyable. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des enfants. J'ai parlé avec une petite fille qui avait 9 ans et qui est une fan d'Harry Potter. Et je parlais avec vous, bon, un peu plus vieux, hein, je pense, aussi le fan. Non, non, le fait que le succès de la saga se porte maintenant sur 3 générations, c'est absolument extraordinaire. Et alors, chère Jenny, juste le micro un tout petit peu plus près, qu'on vous entende bien, voilà. Vous êtes arrivé donc sur Le Prisonnier d'Azkaban, le 3e film donc, de la saga. Pour que les gens comprennent bien, et vous le comprenez à l'exposition, hein, le métier de créatrice de costumes est un véritable métier artistique. Beaucoup de travail, très en amont des films. Comment définiriez-vous votre métier pour quelqu'un qui ne connaît pas ce métier de cinéma? Bon, ben, on doit donner, on doit représenter une phrase sur un script par un costume qui doit être porté par les acteurs qui joueront le rôle de ce caractère, de ce personnage. Et donc il y a un véritable travail avec les acteurs puisque oui. les costumes font partie de leur personnage. Je voyais Rob qui disait dans l'exposition qu'il lui n'a jamais changé de costume de toute la saga, qui expliquait qu'il avait besoin du costume pour entrer dans le personnage. Même chose pour Kenneth Branagh, l'acteur également. C'était important les costumes. Sans les costumes, ils ne peuvent pas jouer. Bien entendu, c'est la représentation de leur caractère et ils ont besoin de le sentir. Un costume sur un cintre, c'est un vêtement. Un costume porté par un acteur, c'est un costume. C'est la grande différence. Et il faut un acteur qui vit son rôle et qui donne à mon costume une dimension oui, spectaculaire, oui, bien entendu. Et alors, on va voir apparaître tout à l'heure certains des costumes que vous avez créés. Vous pourrez nous en parler. Je sais que certaines personnes, je sais que quelqu'un voulait absolument que je vous parle de Luna Lovegood également, mais ma première question c'est quel souvenir vous gardez par exemple, on va parler du Prisonnier d'Azkaban, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a impressionné? La somme de travail, le gigantesque studio, ces acteurs incroyables, l'engouement du public, qu'est-ce qui vous a marqué, impressionné en arrivant dans cet univers Harry Potter? Quand je suis arrivée dans Prisoner of Azkaban, j'ai été obsédée par l'idée de tout changer, bien sûr, puisque j'arrivais, j'étais la nouvelle. Et je voulais et aussi, je savais que les enfants n'étaient plus des enfants, mais des adolescents. Et qu'il fallait donner une autre personnalité aux costumes. Il fallait les rendre plus authentiques. Parce que ce que des enfants aiment, les adolescents n'aiment pas forcément. Les adolescents doivent croire à quelque chose, ça doit être réaliste. Et je voulais que Harry Potter soit habillé exactement comme on est habillé pour aller à l'école, parce que vous n'avez pas d'uniforme en France, où on est habillé pour aller jouer. Je voulais un gosse en jean, avec un sweatshirt, avec un t-shirt, avec des baskets. Je voulais un vrai enfant. Et je crois que j'étais tellement obsédée par ce réalisme que j'ai peut-être pas pensé à la somme de travail que ça représentait. Au début, on est toujours très optimiste. Oui, et juste on va caler, il y a un petit Larsen que nous entendons, que nous sommes en train justement de vérifier et de caler. C'était à cause de notre caméraman, mais c'est pas grave, parce que je voulais qu'on entende Jenny parfaitement. Ça va là, ça va? Ça va très bien, on vous entend très bien, chère Jenny. J'aimerais qu'on aborde la collaboration avec les acteurs et les actrices, parce que ce qu'on voit dans l'exposition Harry Potter, c'est à quel point ils ont fait partie du process de création de costumes, notamment Emma Watson qui joue Hermione. Il est indiqué dans l'exposition qu'il y a des vêtements qu'elle ne porterait pas du tout dans la vie, mais qu'elle vous a dit, mais c'est pas vrai parce que Hermione le porterait. Comment avez-vous travaillé avec ces 3 personnages? Différemment. Les garçons, c'est toujours plus facile que les filles. Je peux dire ça, là? Vous êtes tous d'accord? Oui, parce que habiller un garçon de 12 ans, il dit « merci, madame ».
Et puis, habiller une fille de 12 ans, elle dit déjà pourquoi. Et quand elle a 14 ans, elle dit encore plus pourquoi. Donc moi, mais Hermione, c'était quand même, Emma est très intelligente et elle sentait parfaitement le caractère d'Hermione parce qu'elle était Hermione. C'est une enfant brillante à l'école, qui a envie de changer le monde, qui expliquait aux autres acteurs enfants ce qu'il fallait faire. C'est une fille comme ça. Donc elle sentait le personnage d'Hermione très bien. En fait, sur ce plan-là, c'était presque facile de travailler avec elle. Mais elle m'a aussi Ginny Weasley, pareil, parce qu'au moins Hermione, elle devait être jolie, enfin jolie, elle devait être bien habillée. Mais Ginny, elle devait porter des trucs qui font rire tout le monde, et elle n'était pas souvent d'accord. Et puis, donc, on avait quand même des discussions. Sans arrêt l'orange et le marron qu'elle devait porter, ça l'amusait pas tellement. Mais enfin bon, en fin de compte, plus ils ont vieilli et plus ils sont devenus acteurs et plus ils se sont rendus compte que leur style était tellement inhérent à leur succès et c'est devenu plus difficile pour moi. Mais habiller des adolescents, c'est pas toujours facile. Et pour les plus jeunes qui sont ici, vous le savez, alors vous connaissez très bien Daniel Radcliffe, évidemment Emma Watson, mais Harry Potter, ce sont aussi d'immenses acteurs du théâtre britannique, du théâtre londonien. Je pense notamment à Kenneth Branagh. Évidemment, comment Alan Rickman, Snape, qui était un extraordinaire Snape. Comment on travaille avec d'aussi grands acteurs? Est-ce qu'eux ont été beaucoup plus vigilants autour des costumes? Est-ce qu'il y a eu plus de rapports? Je pense notamment à ce costume de Kenneth Branagh qui va complètement avec le personnage. Ou comment on travaille avec des acteurs de théâtre? C'est plus facile. Il y a peut-être plus d'intellect et moins de spontanéité. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la grande différence entre un acteur de théâtre et un acteur de cinéma, c'est qu'un acteur de théâtre pense beaucoup. Un acteur de cinéma vit le rôle plus facilement. C'est plus instinctif, parce qu'il pense plus visuel. Tandis qu'un acteur de théâtre, Alan Rickman, qui joue Snape, et qui est un Snape extraordinaire, et il m'a vraiment aidé à créer son costume avec des manches très, très longues et très fines et une traîne. Et comme c'était un acteur qui a été un vrai acteur de théâtre qui sortait de RADA, RADA c'est une école de théâtre prestigieuse en Angleterre, c'est un homme qui savait bouger et marcher avec une traîne. Et dans la scène de la salle de bain où Harry est sur le sol, je me souviens qu'il devait marcher, rentrer, tourner cette traîne et s'asseoir, et se mettre à genoux. Et il a fait 12 takes, 12 prises, et les 12 prises, la traîne qui était avec un petit coup de pied comme ça sur le côté, est arrivée au même endroit 12 fois. Et ça, c'est un acteur anglais. Ça, c'était incroyable. Moi, j'y croyais pas. Je regardais comme ça. Je disais, mais il va se casser la figure dans cette traîne. Non, jamais. Ce qui veut dire que vous étiez sur le plateau. Ah oui, non, quand il y a des scènes comme ça, je suis là, oui. Moi, j'aime bien regarder. J'aime bien les voir. Oui. Non, moi, je trouve que j'essayais toujours d'être sur le plateau au début de chaque nouvelle scène. Et puis après ça, je partais et je faisais mon travail. Oui. Et vous me disiez tout à l'heure, comme on dit en off, hors antenne, que c'est lors de la première d'un film que vous vous êtes rendu compte de l'engouement qui était suscité par Harry Potter. Avant, vous vous rendiez pas compte à quel point c'était... Non, on ne se rendait pas compte parce qu'on travaillait d'une façon assez isolée et on travaillait quand même pendant 1 an. Alors on travaillait, le film était fini, puis il y avait la première. Et au fur et à mesure des premières, c'est devenu il y avait de plus en plus de monde. Et pendant la dernière première, je me souviens que la voiture nous a laissés à Trafalgar Square et on avait peut-être 1 kilomètre de red carpet. De tapis rouge. Oui, de tapis rouge. Et je voyais des enfants qui étaient là depuis 3 jours, qui avaient campé pour être sûrs de ne pas manquer, d'être là.
Et à ce moment-là, je me suis rendu compte du phénomène Harry Potter. Je me dis, c'est pas possible, mais d'où il sort? Il y avait une marée de gens pendant 3 kilomètres. C'est fou, non? C'est complètement fou. Et quel est le film, alors double question, quel est le film qui vous a demandé le plus de travail où la création des costumes a été le plus compliquée? Alors, le plus de travail, ça a été le numéro 4, avec le bal de Yule Ball. Le Yule Ball, c'était incroyable comme travail, c'était beaucoup de travail. Harry Potter et la coupe de feu, donc? Oui, en plus, pendant le Yule Ball, c'était beaucoup de travail parce que les enfants apprenaient à danser. Et ils ne savaient pas danser du tout. Alors, j'avais l'obsession qu'ils allaient m'abîmer ces robes en mettant leurs pieds dedans. Alors, je regardais les répétitions du Yule Ball avec un peu d'appréhension, en me disant oh là là, la robe en dessous de Ginny, elle va me mettre le pied, le talon dans le truc. Bon. Mais ça s'est très bien passé en fait. Et puis bon, il y avait la révélation de Hermione avec sa robe rose. Et c'était très important pour les enfants. C'était des enfants de 16 ans qui, d'un seul coup, avaient des espèces d'imitations smoking, hein, le gown smoking, et puis ces filles qui avaient des robes et du maquillage et des cheveux. C'était une scène, c'était vraiment dans tout le studio pendant 3 mois. Il y avait des cris, des trucs, des whispers, c'était vraiment oui, parce que ce qu'ils disent excitant, très excitant, c'était excitant le Yule Ball. Ce qu'ils disent dans le documentaire Retour à Poudlard, le documentaire anniversaire qui est sorti il y a 2 ans, c'est que, je me permets de les citer, c'est que les hormones les travaillaient pendant cet opus. Un peu. Ils étaient très turbulents, je crois. Finalement, ils allaient pouvoir s'embrasser. Oui. Il y avait beaucoup de couples qui s'embrassaient derrière les piliers. Et puis on avait, oui, puis dans les voitures, dans les trucs. Oui, non, c'était très rock. Et je dois dire que aussi on avait une pop star. On avait une pop star, on avait Jarvis qui était là et qui. Ah non, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Vous vous êtes amusé, c'est le film qui vous a demandé le plus de travail, c'est celui où vous êtes le plus amusé également? Oui, le plus de travail individuel, parce que chaque gosse avait une robe du soir ou une gown. Et puis il y avait Ron, le pauvre, qui était moche. Il me faisait vraiment de la peine, parce qu'ils étaient tous tellement sexy et tellement obsédés par leur apparence. Et le pauvre Ron, avec cette... On avait mis de la naphtaline pour que ça sente mauvais, pour qu'il puisse... Oui, on était vraiment horrible, pour qu'il puisse se sentir mal. Et puis là, non, ça passait pour lui. Il était vraiment un rock, Ron, il était Oui, puis je crois que Ron joué donc par Rupert Grint, notamment dans cette scène, c'est ce qu'on discutait quand on s'est rencontrés, une scène que je trouve merveilleuse, qui moi m'a mis les larmes, et je pense que vous aussi, c'est évidemment cet épilogue à la fin des Reliques de la Mort, à The End of Deathly Hallows, quand ils sont tous vieillis. Et Rupert Grint, pareil, dans Retour à Poudlard, il a dit que lui, il s'en fichait, he's going for it, c'est-à-dire qu'il n'en avait rien à faire de... Non, pas du tout, parce que moi je lui avais dit, il faudrait qu'il soit un peu plus gros. Parce que je lui dis, c'est le genre d'homme. Enfin, ceci dit, marié avec Hermione, ça ne devait pas être une grande cuisinière. Hermione, on sentait ça, mais je me suis dit, bon, il a quand même un job assis, hein, c'est un fonctionnaire, donc il doit juste se remplir un peu. Et ben, je lui ai dit, alors Ron, on va te mettre un petit ventre. Ah bon, ok, parfait. Il était d'accord pour tout. Et chaque fois qu'il sortait de l'essayage, j'avais de la peine pour lui. C'était tellement moche que je lui donnais. Et il était content, il riait, il continuait, oui. Et il y a un tissu particulier pour la famille Weasley, puisque justement... L'orange et le marron. L'orange et le marron. Et le handmade. Elle tricote beaucoup. Fait maison. Elle tricote beaucoup. Elle s'est fait main, oui, fait maison, oui. Et le travail sur les 2 derniers opus, donc Deathly Hallows Part 1 et Part 2, les Reliques de la Mort Partie 1 et Partie 2, pour nous, public, ce sont des épisodes très sombres, puisque évidemment, ils subissent les ténèbres, c'est la première fois qu'ils ont rapport à la mort, etc. Est-ce que vous avez travaillé dans les costumes pour justement, il y a une forte lumière dans le prisonnier d'Azkaban et la coupe de feu, très lumineux. Est-ce qu'on a travaillé cet assombrissement dans le... Oui. On a commencé avec les Death Eaters. Comment vous appelez les Death Eaters? Les reliques de la mort. Les mange-morts, pardon. Les mange-morts, voilà, les mange-morts. 20 points en moins pour Serdaigle. Oh, mais c'est un Ravenclaw, bon, ok. Alors, c'est vrai que j'attendais beaucoup de travail, parce qu'on en a fait 200 ou 250, et les masques demandaient beaucoup de travail, et chaque costume est différent.
parce que je suis comme ça. Donc il fallait travailler avec les broderies, ça demandait beaucoup de travail. Alors d'abord, de travailler avec ça, de travailler pendant 3-4 mois sur ces costumes qui étaient noirs, ça nous a déjà assombris, normalement. En plus, c'était des scènes difficiles. C'était des scènes. L'ambiance était plus sombre, oui. Et les films naturellement. puisque oui. Du coup, ça allait, puis c'était aussi la fin d'un cycle, d'une aventure, la fin de 10 ans. Vous aviez on voit dans Retour à Poudlard beaucoup de pleurs, hein, au terme de, puisque c'est 10 ans de vie, c'est une famille. C'était incroyable. La dernière scène, je m'en souviendrai tout le temps, parce que, vous savez, quand on travaille pendant, moi, 11 ans même, sur un projet, et que d'un seul coup, ça se termine, on n'y croit pas. Et la dernière scène, tout le monde, on ne nous avait pas dit que c'était la dernière scène, mais tout le monde est venu, tout le monde. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 500, 600, 500 dans le studio pour cette dernière scène. Et quand les enfants, j'avais toujours les enfants, ils avaient 18 ans à l'époque, c'était plus des enfants, mais pour moi c'est des enfants. Quand ils ont terminé cette dernière scène, Daniel a commencé à pleurer. Il a pleuré spontanément. Et il est monté sur une chaise pour nous remercier à tous. Alors, bien entendu, Ron est monté sur une chaise et Hermione est montée sur une chaise, parce que quand un commence, les autres suivaient. Et on a tous pleuré, on pleurait. C'était tellement émotionnel. Et émotionnel également de découvrir ces scènes. Est-ce que les films, vous les voyez avec l'équipe avant les effets spéciaux? Est-ce que vous les découvriez dans les premières? Comment vous découvriez votre travail? Alors, on découvrait notre travail très silencieusement. On avait une première projection pour l'équipe, et moi je regardais toujours ça, caché comme ça, vous voyez, je regarde comme ça là, je regarde et je demandais à mes assistantes si c'était bien. Je n'osais pas regarder, parce que d'un seul coup, parce que quand on tourne, on ne se rend pas compte, on voit les rushs, bon d'accord, on voyait les rushs tous les jours d'ailleurs, à tous les déjeuners, on devait voir le matériel qu'on avait tourné, c'était très sérieux. Mais bon, c'est des petits bouts. C'est quand on les voit tous ensemble que le rythme de film est établi et que les costumes, le rythme des costumes se voit. C'est à ce moment-là qu'on sait si on a gagné ou on a perdu, si on a fait des erreurs ou non. Et on voit toujours des erreurs. Moi, je vois que des erreurs. La première projection, c'est horrible. C'est vraiment... oh mon Dieu, Et puis, il y a des moments, et puis à la fin, tout le monde vous dit « Ah, c'est très bien ». Même s'ils ne le pensent pas. Parce qu'évidemment, ils ont tous travaillé avec nous. Mais la deuxième projection, qui est une projection avec tout qui est une projection plus officielle, qui est pas une projection de travail, c'est une projection, c'est la pré-première. À ce moment-là, on entend le public. Et c'est quand on entend le public qu'on se rend compte si on a fait du bon travail ou non. Alors, Jenny, vous avez travaillé dans toute votre carrière avec des réalisateurs incroyables, je pense à Sam Mendes notamment, mais sur Harry Potter, vous avez travaillé aussi avec différents réalisateurs. Oui. Moi, ce qui m'a étonné quand on s'est rencontrés, c'est que vous m'avez dit que vous n'étiez pas sûr, après Le Prisonnier d'Azkaban, de continuer, et après La Coupe de Feu, de continuer. C'était une surprise à chaque fois. Oui, parce que chaque réalisateur devait vous reprendre. Donc moi, j'avais travaillé avec Alfonso, c'était très bien, j'avais fait un bon film. Et je voulais absolument faire le 4, parce qu'il y avait les beaux bâtons, parce qu'il y avait le bal de Yule, il y avait des costumes extraordinaires à faire. Je voulais vraiment le faire. Et j'ai demandé au producteur, et le producteur m'a dit oui, on tiendra en considération ta demande, mais ça ne signifie pas du tout que le prochain réalisateur te voudra. Et je disais, ok. Et j'ai été voir Mike Newell. Et faites attention avec mon écharpe là. Hein? Il est en train de la maltraiter. Il maltraite mon travail. Oui, parce que celle-là, elle a des belles couleurs en plus. Voilà, très bien. Ok, bon, en passant. Oui, alors donc. Mike Newell, il m'a prise, oui. Et j'ai commencé à travailler avec lui, oui. Et dans l'équipe, est-ce qu'à chaque fois, puisque je rappelle qu'Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 est le plus grand succès de Warner, avec Barbie évidemment qui vient d'arriver, mais est-ce que dans l'équipe vous aviez peur à chaque fois de ne pas avoir le succès? Pour nous c'est évident que ce sont des immenses succès, mais dans l'équipe il y avait cette appréhension. Complètement. Chaque film était un nouveau challenge. Chaque film était un film en soi, avec tout ce que ça représente.
de nouveaux acteurs, un nouveau caméraman, un nouveau réalisateur, tous les challenges que poussent, et puis des enfants qui grandissaient. Parce que, bon, pour vous, ça va, vous voyez le film, c'est terminé, mais pour nous, c'était vraiment un an de doute. Et puis, l'apothéose, chaque fois, oui, évidemment. Mais c'était beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et alors, je sais que le public m'en voudrait si je ne parlais pas d'un personnage que nous n'allons pas montrer dans les slideshows qu'on va montrer à Jenny. Jenny est là 2 fois, donc je vais parler de votre personnage préféré avec elle tout à l'heure certainement, ne vous inquiétez pas. Mais je sais qu'elle n'est pas dans les slides, il s'agit de Luna Lovegood. Je sais qui Luna. Voilà, vous m'avez demandé de parler tout le monde aime Luna, hein, tout le monde aime Luna. Ah, Luna. On parle de Béatrix Lestrange tout à l'heure, je vous promets. Béatrix est ma favorite. Oui, on en parle tout à l'heure. On va rester sur Luna Lovegood tout d'abord. D'accord, ok. C'est Ravenclaw, il est comme ça. Luna Lovegood, qui est un personnage adoré des fans, et même chose, j'ai l'impression que l'actrice colle parfaitement avec ce personnage. Ah oui, non, elle était Luna Lovegood. C'est la seule qui était, parce qu'il y avait un casting pour Luna Lovegood, et 1200 enfants se sont présentés pour être Luna. Et elle est arrivée, et elle était Luna. Je sais pas ce qu'elle a fait. Ah oui, elle est arrivée avec des bijoux qu'elle faisait elle-même, des radis, oui, des radis qui tombaient, elle avait des pendants, elle était un peu bizarre, mais elle était vraiment Luna, et elle avait un côté comme ça. Et on a commencé, le premier jour où elle est arrivée au studio, ils lui ont mis des extensions. Et elle n'a jamais voulu les enlever, ces extensions, parce que pour elle, c'était Luna. Et elle rentrait à la maison, il fallait chaque fois qu'on lui dise non, tu enlèves ton costume. Hein, parce qu'elle voulait rentrer chez elle avec le costume. Et elle m'a fait tous les bijoux. Et elle les faisait beaucoup mieux que nous. Elle passait ses soirées là, chez elle à faire ses petits radis qu'elle mettait. Là, elle était très... Des radis ou des fraises? Oh, il y avait des fraises et des radis. Voilà, puisque ce que vous dites dans l'exposition... Ah, c'était des fraises que je vous ai dit? Je crois que c'était des fraises, c'est pour ça. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Des fraises que vous brodiez pour que les gens sachent, hein, puisque vous voyez le costume en tant que tel, mais c'est extrêmement détaillé. Moi, je ne le savais pas. À l'exposition, j'ai vu par exemple certains matériaux, et vous brodiez même en bas certaines fraises pour Luna Lovegood, c'est-à-dire que les détails des costumes, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça allait jusqu'aux broderies. C'est incroyable. Ah non, on a travaillé. Mais c'est normal, vous savez. Oui, mais bien sûr. Mais en plus de ça, il fallait que ce soit... D'abord, moi j'aime bien travailler, j'aime bien faire mon travail bien, mais c'est surtout que quand on a la responsabilité d'une œuvre comme Harry Potter, avec des personnages qui sont tellement bien écrits, bien décrits, et qui ont une personnalité extraordinaire, je pense que le costume doit refléter ça, doit être... Et c'était mon devoir de faire des costumes aussi intéressants que les caractères décrits dans les livres. Alors, vous le voyez, hein, j'ai plein de questions pour vous, je suis très cinéphile, donc j'ai plein de questions, c'est pour ça que je suis ravi d'avoir un deuxième temps avec vous tout à l'heure, mais le public nous a envoyé des questions, donc du coup je vais me faire le messager, le vif d'or du public. Ok. Donc j'ai certaines questions du public. J'espère que je pourrai y répondre. Et tout à l'heure, je serai la chouette du public. Je suis Edwige aujourd'hui. Edwige Serdaigle. Et tout à l'heure, vous allez voir, on aura certains de vos personnages préférés qui passeront ici. Et puis, c'est moi, ça. Elle lui donnera... Oui, c'est vous. Alors, le public, sur les pages officielles Harry Potter et Warner Bros. France, nous a demandé pour vous quel est le costume qui a été le plus long à sa conception et pourquoi? Voldemort. Ah. Parce que pour arriver à ce mouvement des soies, pour que le vent passe dans le costume, voilà, quand il bouge, il fallait établir une progression, parce que ça on a découvert, c'était très empirique, il fallait établir une progression de poids. C'est-à-dire que la robe qu'il a dessous, c'est une soie assez épaisse qui tombe, parce qu'il ne fallait pas qu'on voit ses jambes, bien entendu. Et au-dessus, il a une première robe avec un poids différent. Et au-dessus de ça, il a une espèce de gown avec une soie encore plus légère. Mais pour arriver à définir quel poids était le... C'était un travail extraordinaire, très très dur, très très dur. Et avec Ralph Fiennes? Alors attendez. J'ai plein de questions, vous voyez, mais Serdaigle. Ravenclaw,
Parce que, alors, en plus, il fallait le teindre, il fallait arriver à la couleur, parce qu'on avait des soies naturelles, des soies brutes. Donc, on a teint ça. Après ça, on a fait un tie-dye sur ces soies pour qu'il y ait le même effet que sur un serpent. Vous pouvez le voir à l'exposition, il y a des espèces de taches, et puis après ça, il a fallu le vieillir en faisant des petits trous qui sont le feu, non, c'est beaucoup de travail. Et puis Ralph Fiennes, encore une star du théâtre anglais, un acteur extraordinaire, qui, pendant ses essayages, marchait de long en large pour obtenir l'effet désiré du mouvement. Et puis, la fin, il faisait ça avec son wand, et chaque fois qu'il faisait ça, la manche tombait. Alors, je ne sais pas combien de trucs on a établi pour que cette manche ne tombe pas. Il y avait un élastique au poignet qui partait du top de la manche. Il y avait un fil intérieur. Et je sais que il avait un habilleur qui pleurait presque chaque fois que Voldemort devait tuer quelqu'un parce que la manche tombait. Il devait revenir avec ses trucs. Ah non, ça a été très difficile. Voldemort, vous assistiez aux scènes de, encore une fois, c'est ce qu'on voit dans Retour à Poudlard quand les acteurs se retrouvent. Ralph Fiennes explique que quand on lui a proposé de faire Harry Potter, il hésitait, et puis ce sont ses neveux et nièces qui ont dit mais tu dois absolument le faire Voldemort, et puis on voit certaines scènes backstage où on sent tout de suite à quel point il est impliqué, à quel point il effrayait le plateau. Est-ce que vous assistiez à ces scènes? Non, mais attendez, moi j'ai une autre histoire, parce que quand j'ai fait faire les chapeaux des beaux bâtons, les chapeaux bleus des beaux bâtons, je me suis dit je vais prendre Philip Tracy, qui est le meilleur chapelier d'Angleterre. Et il fait des chapeaux pour la reine, pour les princesses. C'est vraiment bon. Et il m'a dit, je veux faire Harry Potter parce que c'est la première fois que mes nièces me disent « Oh, oncle Philippe, tu fais Harry Potter » alors que je fais les chapeaux pour la reine. Donc c'est la même histoire. Alors qu'on voit les chapeaux. Voilà, ils sont sublimes. Hein, oui. C'était mon dessin, je me dis, j'arriverai jamais à faire ça, et puis il l'a fait. Merveilleux. Clémence Poésy, qui est de chez nous, qui est une actrice française bien de chez nous. Oui, mais c'était tellement bien quand elle est... Oh là là, elle était tellement jeune quand j'ai travaillé avec elle. Elle avait 18 ans, elle était tellement jolie et tellement gentille et adorable. Fleur de la Cour, qui a eu d'ailleurs beaucoup de ces scènes supprimées, des scènes maritimes. C'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est que malheureusement, sur la table de montage, le film, pour pas qu'il dure trop longtemps, on est obligé d'enlever certaines scènes. Donc les acteurs sont évidemment très tristes de voir leur travail non à l'image, mais peut-être vous aussi, parce qu'il y a certains des costumes que vous avez créés qu'on n'a jamais vus à l'image. La plupart des costumes que j'ai créés étaient à l'image. Je me souviens pas de choses vraiment supprimées. J'ai pas dans la tête, vous savez, j'en ai fait tellement de costumes, mais j'ai pas un souvenir d'un costume supprimé, de scènes supprimées, certainement. Et moi, dans la mesure où on les voit pendant une seconde, mes costumes, je suis contente. Combien étiez-vous dans l'équipe d'ailleurs? Vous créiez costumes, on était une équipe fixe de 50 à 70. Wow. Et puis des gens qui venaient comme par exemple quand on avait les grandes scènes de réfectoire avec 200 enfants, à ce moment-là on avait peut-être 20 à 30 personnes de plus. On avait des gens qu'on appelle des daily qui venaient pour la journée ou pour la semaine. Juste pour un jour, etc. Des voilà, extra, donc ça des renforts, on dit ça en France, on appelle ça des renforts. On appelle ça des renforts, c'est bien. Oui. Nouvelle question du public, ce qu'on m'en voudrait. Encore une fois, Jenny sera encore avec nous pour une autre masterclass tout à l'heure. Donc vous pourrez peut-être aussi lui poser des questions. Mais une autre question du public, sinon on m'en voudrait. Combien de temps de travail nécessite leur création? Par exemple, mettons la création d'un costume, combien de temps de travail? Ça peut varier d'un mois à 3 mois. Tout dépend. Ça marche ou ça marche pas. Ils sont contents, ils sont pas contents. Les acteurs, c'est très difficile de faire plaisir à un réalisateur, à un producteur, à un acteur, et de rester soi-même. Et de rester fidèle à ce qu'on veut faire. Parce qu'évidemment, je pense toujours que j'ai raison.
que c'est pas parce que non, parce que c'est pas tellement parce que j'ai toujours raison, mais c'est parce que on a pensé beaucoup plus qu'eux au problème. Mais d'un autre côté, leur réaction est très importante. Donc tout dépend. Il y a des costumes qui marchent et qui arrivent organiquement, spontanément, en un mois. Parce que le tissu est là, parce que l'acteur est content, parce que tout marche bien. Et il y a des costumes qui ne marchent pas du tout. Et à ce moment-là, ça dure beaucoup plus longtemps. On change beaucoup. Et autre question du public, effectivement, alors je sais que dans la salle, il y a des gens qui adorent la saga Harry Potter, d'autres qui ont commencé à connaître Harry Potter par les livres, qui ont eu 25 ans il y a peu de temps. Et une question, on me demande pourquoi la robe de bal d'Emma Watson, donc Hermione, est-elle rose et pas bleue comme dans les livres? Eh ben, c'est une très bonne question, ça. Je l'ai fait rose parce que je la voulais rose et j'avais très peur de J.K. Rowling. Alors je lui ai rien dit et je me suis dit, elle verra la robe quand le film est fini. Et puis si elle m'engueule, et ben voilà, ça va, c'est ça. Et ben non, elle était ravie. Donc en fait, j'ai triché. Mais je la voulais pas rose parce que les beaux bâtons étaient en bleu. Donc je pouvais pas utiliser le bleu. Donc il fallait que j'utilise le rose. Et puis Hermione, c'est une jeune fille. Et puis c'est du rose qui va vers le violet, hein, vers le pas. Donc c'est quand même un rose à tendance. Et est-ce que vous aviez, et ça c'est une question personnelle, mais vous me le disiez tout à l'heure en off, en antenne comme on dit, des petits, je sais qu'il y a certains acteurs qui ont demandé des indications sur la fin de la saga pour pouvoir savoir où ils amenaient leurs personnages. Est-ce que vous, de la part des équipes, vous aviez des offs? Vous me parliez de Dumbledore par exemple tout à l'heure. Oui. J'avais vraiment envie de savoir parce que j'avais une scène où Dumbledore, il y a un flashback de Dumbledore. Et il est habillé 20 ans plus tôt. Et je voulais savoir dans quelle direction. Est-ce que c'était un homme élégant? Est-ce que c'était un homme... Et donc je voulais savoir. Donc j'ai demandé à J.K. Rowling, je lui ai dit qu'est-ce qui va devenir? Et elle me dit Dumbledore est gay. Ah bon? Alors je lui ai donné une cravate fleurie et j'en ai fait un dandy 20 ans plus tôt. Dumbledore qui est un personnage incroyable, joué également par d'immenses acteurs, puisqu'on a perdu malheureusement le premier après la Chambre des Secrets, et qui a été Richard Harris, très fan sur la droite, qui a été remplacé par Richard Harris, yeah. Ouais, tout à fait, c'est un immense acteur. Une dernière petite question du public, je rappelle que Jenny revient tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, alors je vais la choisir. Il y a beaucoup de mythes concernant le costume de Voldemort. Est-ce que le côté voilage du costume était vraiment léger pour lui donner l'aspect d'un fantôme ou d'un spectre, ou est-ce que c'est juste un mythe? Non, c'est pas un mythe, c'est la vérité, c'est ce que je vous expliquais. Ce que vous disiez tout à l'heure. C'était de la soie, c'est un habitat, et c'est une soie qui fait 10 grammes par mètre carré, qu'on allait chercher d'ailleurs, enfin bon, je vous raconte pas les détails. C'est très difficile de trouver cette soie, et chaque fois qu'on la teignait, elle devenait plus épaisse. Enfin, plus lourde, parce qu'avec la teinture. Enfin bon, c'était un travail incroyable. Et une question plus personnelle pour moi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être créatrice de costumes? Est-ce que c'est un film qui vous a marqué, un film avec beaucoup de costumes? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? J'ai jamais eu envie de faire autre chose. À partir de 4 ans, j'habillais déjà mes poupées. C'est bête, hein, c'est une histoire cliché, mais c'est vrai, j'habillais mes poupées et je les mettais l'une contre l'autre, on faisait des scènes avec des... Non. Donc c'est pas la robe de Scarlett, autre film Warner, etc. Non. C'est pas un grand film qui vous a donné Hélas, envie de... non, c'était... Moi, j'avais vraiment envie de faire ça. Très bien. Tout le temps. En tout cas, chère Jenny, vous êtes passionnante. J'aimerais que vous applaudissiez très fort Jenny Temin. Et attendez, parce que du coup, comme le public est très bienveillant, est-ce que vous avez envie de poser des questions à Jenny? Très bien, alors, je vais prendre un micro. Voilà, mais je vous en veux pas pour